Bonjour à toutes et tous, je suis ravie car aujourd'hui je suis en compagnie d'une artiste, Anna Bloom. Bonjour Anna. Bonjour Anna, Bonjour Islaine. présentez-vous en quelques mots. Alors, moi, je suis photographe, plasticienne, auteure et je travaille aujourd'hui depuis 5 ans presque exclusivement sur un projet qui s'appelle La Route des Souffles. La route des souffles. Je vois qu'il y a une œuvre derrière vous. Oui, il y a une œuvre derrière moi que vous pouvez voir par là, qui fait partie de la première, de la première étape de ce grand voyage qui a commencé à Marseille en 2015. D'accord. Et donc vous êtes artiste-auteur. Là aujourd'hui nous allons plus explorer le statut donc de l'artiste-auteur en temps de Covid-19. Donc en quoi pour vous c'est un statut précaire, surtout aussi en ce moment? Alors, je pense qu'il faut faire un petit peu de pédagogie dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement, parce que le grand public, en fait, ne connaît pas très bien ce que recouvre le mot artiste. Alors, ils connaissent le mot intermittent du spectacle, Oui. qui recouvre les métiers du spectacle, comme il se dit, donc plutôt les gens qui travaillent dans le cinéma, dans Dans l'audiovisuel. l'audiovisuel. Et à côté de ça, il y a d'autres artistes qui sont les artistes, auteurs et plasticiens, voilà, qui ont, eux, complètement un autre statut, qui ne créent pas du tout de la même façon. Donc, dans ces artistes, auteurs, plasticiens, vous trouvez différentes pratiques artistiques. Donc, vous trouvez les écrivains, les sculpteurs, les peinteurs, les peintres, pardon, les peinteurs, les dessinateurs de BD, les illustrateurs, les créateurs de logiciels aussi, les graphistes qui créent des œuvres graphiques. Voilà, et j'en oublie certainement parce qu'il y a il y a tout un groupe de métiers. Nous sommes aujourd'hui gérés par deux organismes jusqu'à l'année dernière, la Maison des artistes et l'AGESA. Ces deux organismes fusionnent et sont aujourd'hui gérés depuis le 1er janvier 2020 par l'URSSAF. Voilà, donc on est en pleine mutation et on n'a absolument aucun système d'intermittence par rapport au travail qu'on produit. C'est-à-dire qu'un écrivain, il écrit son livre, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va être publié. Un peintre, il fait une œuvre, il ne sait pas quand est-ce qu'il va la vendre. Oui, il y a une Voilà. Après, on incertitude. a des pratiques permanentes et une précarité qui est permanente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les artistes auteurs plasticiens, ça regroupe 270 000 personnes, donc qui créent du contenu pour les musées, qui créent du contenu pour les éditeurs, qui créent du contenu qui va aller après sur Internet et d'autres supports, et que nous sommes payés soit en droit d'auteur, soit par vente d'œuvres en fonction des pratiques. Et sur ces 270 000, il y a à peu près 80% des artistes, auteurs, plasticiens qui sont en dessous du seuil du RSA. Voilà. Donc, beaucoup d'artistes vivent déjà dans une très grande précarité. Donc, il faut savoir Ils aussi que sont… l'artiste-auteur, excusez-moi de vous couper, que l'artiste, Oui, oui. pour qu'on puisse contextualiser, l'artiste-auteur est inscrit aussi à l'INSEE. Il a un numéro de siret. Donc, est-ce qu'un artiste-auteur, c'est comme un auto-entrepreneur? Alors, pas toujours. Justement, là-dedans, il y a plein de statuts différents. Donc, il y a ceux qui sont en entreprise individuelle, ce qu'on appelle artistique, donc qui vont effectivement pouvoir bénéficier du fonds de solidarité, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, il y a des discussions aujourd'hui au sein du ministère pour que ceux qui n'ont pas de numéro SIRET puissent éventuellement bénéficier de ce fonds. Mais il faut savoir que ce fonds est accessible si vous avez eu des recettes pendant le mois de mars et avril 2019.
Et il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas du tout cette régularité de revenus. Certains peuvent ne rien toucher pendant 6 mois et puis d'un seul coup faire une exposition et vendre pour une année d'œuvres et ne plus rien toucher après. Donc en fait, il y a vraiment quasiment aucune aide qui soit totalement adaptée à ce qui se passe. D'autre Donc, ça veut dire que part, il y a des métiers l'artiste-auteur, très différents. ça veut dire que l'artiste-auteur, en fait, quand il n'a pas de revenus, il est au RSA. Oui, quasiment. Il a que cette option-là et souvent il ne demande pas parce que de demander le RSA, c'est très compliqué. Ça, ça dépend, je crois, du département et c'est une usine à gaz. Enfin, tout est une usine à gaz pour les artistes en termes d'aide parce que vous pouvez l'avoir pour 3 mois et puis après ça s'arrête. Et enfin bon, c'est extrêmement compliqué. Et puis le RSA, c'est 500 € par mois. Donc aucun artiste ne peut vivre, avoir un toit dans ces conditions-là. Donc l'arrivée du Covid-19, c'est évidemment une catastrophe de plus et une catastrophe gigantesque. C'est-à-dire que même si on donne l'accès du fonds de solidarité pour ceux qui n'ont pas le SIRET, ça ne veut pas du tout dire déjà qu'ils vont la demander et qu'ils vont pouvoir la toucher. Parce que s'ils n'ont rien touché à cette époque-là l'année dernière, ils n'y ont pas droit. Donc, je ne sais pas très bien, à part le revenu universel, ce qui pourrait sauver les artistes ou une refonte totale d'un système d'intermittence qui ne peut pas être pensé dans l'urgence. Mais moi, je ne suis pas du tout sereine par rapport au devenir de ces 270 000 personnes. Et donc, vous êtes concerné par ce statut d'artiste-auteur. Comment faites-vous dans votre quotidien aujourd'hui en temps de Covid-19? Comment créez-vous? Comment est-ce que vous avez des opportunités? Enfin, comment vous arrivez à vivre de votre passion? Alors, je vais parler de mon cas personnel parce que je pense que chaque artiste va vivre les choses de façon différente. Alors, moi, je me trouvais dans un centre d'art alternatif à Montpellier le vendredi 13 mars. Donc, j'ai eu cette chance et ce malheur à la fois parce que je déjeunais avec le directeur de ce centre et son partenaire est arrivé en disant voilà, tout s'arrête. Là, maintenant, demain, on est fermé. Donc, mes amis artistes avec lesquels j'étais m'ont proposé de rester. Ils m'ont dit, bah, de toute façon, quitte à être bloqué sans pouvoir travailler, autant que tu restes ici. Donc, bon, on a cette chance, nous, les artistes, d'être un peu décalés par rapport à la vie salariale. Donc, on a profité de ce moment-là. Je suis restée à Montpellier pendant 3 semaines, puisque j'étais avec une artiste que je connais bien pour créer quelque chose. Voilà. Donc, ça nous a désangoissés. On a créé un projet. Ce projet, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'on va pouvoir le présenter. Ou le viabiliser entre guillemets dans un centre d'art. Pour ça, il faudrait qu'on trouve un budget, il faudrait qu'on trouve un endroit. Voilà, ça nous a occupés. Maintenant, cette boîte, elle est fermée. On ne sait pas, c'est un peu comme un écrivain, il a écrit son bouquin, il ne sait pas si ça va prendre 1 an ou 10 ans pour publier son livre. Donc ça a été mes 3 premières semaines, ce qui m'a permis de me désangoisser un petit peu par rapport à la situation. Et puis, je suis rentrée sur Paris, où je suis basée. Et là, j'ai repris une activité, on va dire, plus solidaire par rapport aux autres artistes, puisque je me suis, à travers mes actions et ma prise de conscience sur la difficulté des artistes d'exister dans cette société, engagés dans différents groupes de réflexion, qui soient syndicales ou des collectifs d'artistes. Et depuis que je suis rentrée, en fait, pour moi, ce n'est pas du tout une période de création. C'est-à-dire que en tant que citoyenne, j'attendais, je pense qu'on est dans une situation de société où il faut remettre beaucoup de choses à leur place. Les inégalités n'arrêtent pas d'augmenter, cette espèce de consumérisme permanent. Donc moi, au niveau humain, j'attendais finalement pas une catastrophe comme ça, mais presque pour que les choses soient renégociées au niveau de la société. J'espère que ce sera une société plus solidaire qui naîtra de ça. Mais
Au niveau créatif, à part ma période à Montpellier, quand je suis rentrée à Paris, j'ai pas du tout. Mon urgence, ça a été de créer des sites solidaires pour vendre nos œuvres. Parce D'accord. que finalement, n'ayant pas droit au fonds, le plus difficile, on ne peut pas créer dans l'urgence comme ça en permanence. Enfin, certains peuvent, hein. Moi, c'est compliqué. Et puis, aboutir une œuvre, moi, je travaille sur la lenteur, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est pas immédiat. Donc, je me suis occupée avec le hashtag Les Amis des artistes et Isabelle de Maison Rouge, qui est commissaire d'exposition, à inviter tous les autres artistes à vendre une œuvre sur Instagram. Super. Voilà, donc en fait, à chaque fois, l'artiste touche 70% de la valeur de l'œuvre qu'il met en place. La règle du jeu, c'est de mettre 3 œuvres, dont une à 500 € ou moins de 500 € et le reste à sa cote, c'est-à-dire chaque artiste a sa cote en fonction du temps qui passe. Il n'y a que lui qui peut évaluer le prix de son œuvre. Et 30% vont à un fonds solidaire qui sera redistribué. Alors, la première cagnotte a été donnée à la Fondation Antoine de Galbert, qui, lui, le redistribue à des associations et des artistes qui en ont le plus besoin. Après, ça a été la Maison de la Solidarité de la Maison des Artistes. La prochaine cagnotte, je ne sais pas. En tout cas, il y aura à chaque fois un fonds solidaire. Et puis, Donc, vous avez sensibilisé plusieurs associations, fondations, pour pouvoir mettre en connexion ces institutions avec les artistes, en fait. C'est comme ça que vous avez procédé? alors, moi, je ne suis pas à l'initiative de ce projet. C'est Isabelle de Maison Rouge et quelques autres passionnés qui ont mis ça en place. Comme je suis assez proche de ce réseau-là et d'elle, j'ai fait en sorte d'en faire la publicité auprès d'autres artistes pour que d'autres artistes qui n'ont pas droit à ces fonds et qui n'auront pas droit à aucune distribution puissent au moins vendre leurs œuvres et solliciter des collectionneurs ou des amateurs qui voudraient aider des artistes pour acheter une œuvre. Voilà. Et ça porte ses fruits, ça fonctionne? Alors, la première cagnotte était fixée à 4 000 € au niveau solidaire. Elle a atteint 8 000 €. Donc, D'accord. et la deuxième cagnotte est en cours et je pense qu'ils vont pérenniser cette histoire-là tant qu'elle dure. Donc, ce sont des artistes reconnus, d'autres moins, d'autres qui sont en galerie. C'est ouvert à tous. Il n'y a pas de sélection. Donc ça, c'est le côté intéressant. Et après, j'ai participé à une autre action solidaire d'un collectionneur qui s'appelle Smarty Art et qui, lui, avait déjà fait une sélection d'artistes il y a déjà une année passée et qui a sollicité une centaine d'artistes pour vendre nos œuvres à petit prix. Donc, ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts sur des petits formats. Mais c'est pareil, ça a trait, son réseau étant assez important, il y a eu des ventes. Et il a pris que 6% sur ces ventes-là. Donc, ça a permis à ces 100 artistes de vendre quelques-unes de leurs pièces. Voilà. Bah, écoutez, vous êtes très active, c'est d'un point de vue solidaire, c'est très intéressant, ce sont des très belles initiatives. Bravo pour cela. Ensuite, on va reparler un peu des aides de l'État, surtout pour les personnes en fait qui n'ont pas forcément accès aux informations. Donc, j'ai pris connaissance des aides que la SCAM propose, que la SACEM aussi propose, que la SACD et donc l'État, ce fameux fonds de solidarité, donc pour les personnes qui ont un numéro de tiret ou en fonction de leur entre guillemets chiffre d'affaires. Qu'en pensez-vous de ces aides-là? Alors, moi, je me suis associée à un syndicat il y a quelques années en ayant conscience que nous, les artistes, on ne pouvait pas aller discuter avec le ministère et que seuls les syndicats vont même si les artistes sont assez contre les syndicats, il n'y a que eux qui peuvent aller porter notre parole auprès du ministère. Alors, dans les organismes distributeurs, il y en a un autre, c'est le Centre national des arts plastiques que vous n'avez pas mentionné. Il faut savoir que sur le budget qui a été distribué par le ministère de la Culture, il y a 500 000 € qui ont été attribués aux artistes, auteurs, plasticiens. Et donc, ces 500 000 €, vous avez vite fait le calcul, quand on est 270 Oui, 000, c'est ça. Ouais.
Voilà, bah, autant dire que c'est rien et que personne ne va déposer de dossier et que voilà, ça n'est pas une aide. Après, sur l'histoire du guichet de la solidarité où il y a énormément plus d'argent, comme je vous le disais, il y en a beaucoup qui vont absolument rien toucher. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de chiffre d'affaires en mars, avril et mai de l'année dernière, vous ne touchez rien. D'accord. Donc, il y a énormément d'artistes qui vont se retrouver dans cette situation-là. D'autre part, on Mais parle de... il se base sur la totalité aussi de ce que les personnes ont gagné en 2019. Non, alors en fait, il y a eu deux modes de calcul. Je pense qu'en fait, le gouvernement était très mal préparé à cette crise et qu'il y a eu beaucoup d'approximations au départ. Alors moi, comme je me suis syndiquée au CAAP, le comité des artistes, auteurs, plasticiens, je suis les choses de façon un petit peu plus, on va dire, en amont. Mais la première décision qui a été prise pour mars, c'était l'équivalent du chiffre d'affaires de mars à mars. Euh, Mais là, je et pense qu'ils ont revu cette question-là. voilà, non, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris qu'on n'avait pas de revenus réguliers, que entre la facture et le paiement, il y avait des délais, entre Absolument. le moment de création et le moment où on va vendre une œuvre, il peut se passer des années ou il peut se passer des mois. Et donc, du coup, pour le mois d'avril et de mai, ils ont autorisé un lissage, c'est-à-dire le chiffre d'affaires annuel divisé par 12. Sauf que moi, je connais des artistes, par exemple, un ami plasticien qui lui a fait une exposition en 2017 qui a extrêmement bien vendu. Ça lui a pris des années pour préparer cette exposition. Il a mis quelques petits sous de côté, mais l'année dernière, il n'a rien touché. Donc, il va rien toucher. Voilà. Et donc, D'accord. voilà. La Et puis, frustration. bah, c'est-à-dire que non seulement il va rien toucher, mais potentiellement il a énormément d'annulations. Par exemple, moi, je devais être en Inde au mois de mars. Ma résidence, c'est une résidence artistique qui doit être payée, avec une exposition qui doit être payée, plus des ateliers qui doivent être payés. C'est annulé. Donc, en avril, je devais avoir une exposition vente à Paris. Elle est annulée. Au mois de juin, j'ai une exposition en Hollande dans un musée. Elle est reportée à l'année prochaine sans aucune garantie. Le festival que je voulais faire à l'étranger au mois de juillet, il est annulé. Et donc, ça va être quasiment, moi, c'est 6 mois d'activité au minimum qui sont remises en question. D'accord. Et donc, vous proposiez un guichet pour tous, c'est-à-dire? Alors, ça a été des discussions qui ont eu lieu sur les groupes de discussion du syndicat, c'est de dire il y a trop de guichets, c'est-à-dire pourquoi on ne fait pas un guichet unique, parce qu'il y a effectivement la SCAM, le CNAP, la La SACD, SACD, la SACEM. et la SACEM, et donc ça fait beaucoup trop de guichets. Donc les gens ont parlé de guichet unique. Après, je ne sais pas où s'en est resté cette histoire-là. Tout ce que je sais, c'est que le fonds du CNAP est il est déjà épuisé. Donc, c'est même plus la peine. Et puis, c'est des dossiers qui vous demandent d'envoyer. Je vais vous donner mon exemple parce que je peux parler que de mon exemple, mais je pense qu'il illustre aussi plein d'autres exemples. Ma résidence à l'étranger, j'ai demandé aux organisateurs de me faire une lettre d'annulation et ces gens-là ont refusé de me faire une lettre d'annulation dans un premier temps. Alors après, je me suis vraiment fâchée, mais c'est juste pour vous expliquer les rapports de force dans lesquels les artistes sont en permanence, les artistes Oui, auteurs. de documents, besoin, absolument. Voilà, c'est qu'en face de nous, on a aussi des gens qui sont très très peu reconnaissants de notre travail et qui nous je dirais, nous traitent souvent comme des artistes du 19e siècle, c'est-à-dire on est payé à la gratitude, on devrait les remercier tout le temps, etc. Et c'est très très frustrant d'être face à des gens comme ça parce que dans ces périodes-là, les masques tombent un peu aussi et les organisateurs de cette résidence ont une ONG. Voilà, donc en fait, c'est très très décevant sur le plan humain parce que c'est des façades qui sont toutes belles, mais derrière, en fait, c'est pas vraiment des grands amis des artistes, quoi. La bonne nouvelle, c'est que les galeries rouvriront.
lors du déconfinement. Qu'en pensez-vous? Bah, D'avoir avis? bah, je pense que c'est une bonne chose parce que par rapport effectivement à ceux qui… mais les galeries, ça reste à petite échelle, mais tous les festivals vont Ouais. s'arrêter. Arles est annulé. Beaucoup d'autres festivals enfin, les gros rendez-vous professionnels. Enfin, moi, je parle de ma pratique. Je suis photographe plasticienne. Arles, c'est l'événement de l'année. C'est Euh, l'événement incontournable. voilà, donc c'est aussi un moment où vous allez à Arles pour faire des rencontres professionnelles. C'est un peu comme les gens à Cannes qui vont vendre leurs films. C'est pas simplement de la présentation de films, c'est tout un marché où vous avez la possibilité de rencontrer d'autres professionnels. Ben, Arles est annulé, il n'y a rien jusqu'à l'année prochaine. Donc le fait que les galeries rouvrent, oui, oui, bien sûr, c'est très bien. Sauf que tous les artistes, auteurs, plasticiens ne sont pas en galerie. Et voilà. Mais oui, oui, dans l'absolu, c'est très bien. Eh bien, écoutez, Anna, je vous remercie infiniment. Où est-ce qu'on peut trouver votre travail? Donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Voilà, bah, allez voir sur hashtag les amis des artistes. D'accord. Et puis mon site internet, c'est www.annabloom.com. Anna avec un seul N et Bloom comme Léon, mais avec deux O. D'accord, Anna. Écoutez, merci et bonne chance pour tout et à très bientôt. Voilà, je vous remercie beaucoup, Rizlen. À bientôt. Au revoir.